Si jamais on rate notre coup sur Lyoko, la région entière explose. Il vaudrait mieux alerter Joki et à la... Tu te rappelles de la saison 1? Tu t'en rappelles bien? Oui, je me rappelle de la saison 1. Eh ben, tant mieux, parce qu'à part toi, personne ne s'en rappelle, et surtout pas les scénaristes. Et allez, commence pas, on a compris que la saison 1 c'est ta saison préférée et que tu l'estimes parfaite par rapport aux autres. Mais j'aimerais te rappeler qu'elle est pas exempte de défauts, il m'a fallu 6 épisodes pour accrocher. Parce que tu t'es laissé arrêter par des trucs superficiels comme le caractère design ou le nom de la série. Bah reconnais, il est particulier ce caractère design. Mais c'est ce qui m'avait plu à moi. On sent la ressemblance avec le manga, mais ça n'y ressemble pas du tout, c'est particulier, c'est français. Ne soyons pas chauvins. On aime bien partir du principe que si quelque chose dans un dessin animé français sort du lot, c'est parce que justement c'est français et que les Français osent. Mais la vraie justification à tout ça, c'est le matériel de base. Le matériel de base pour l'ensemble de la série, c'est-à-dire pour 97 épisodes, c'est une espèce de bande-annonce de 5 minutes en anglais pour un dessin animé qui n'existait pas, Garage Kids. Un projet d'étudiants des Gobelins. Ce qui est quasiment toujours un gage de qualité. Oban aussi venait d'étudiants des Gobelins. Et pas pareil. Oban a été créé de bout en bout par la même personne, et je te le donne en mille, effectivement, cette personne était assistée par un des deux créateurs du Garage Kids en question, Thomas Romain, et qui a quitté Garage Kids quand ça a commencé à devenir Code Lyoko. C'est-à-dire quand la production a commencé à imposer des changements au projet de base, comme l'aspect jeu vidéo ou l'ajout d'une demoiselle en détresse, changements qui ont très bien rendu par la suite, mais qui ont paru à Thomas Romain tellement à l'opposé du projet de base qu'il a dû se demander pourquoi les producteurs en voulaient de ce projet si c'était pour le trahir complètement. Je suppose que ça ressemblait tellement à rien d'existant à l'époque, avec les têtes énormes, les yeux pentagonaux et le style qui touche au manga sans que ce soit possible de confondre, que ça a plu à des producteurs. Du coup, cette saison 1 est le mélange de plusieurs états d'esprit divergents pour lesquels il a fallu trouver des compromis. C'est un vrai travail d'équipe. Et comme pour Valérian et Laureline, c'est ce qui fait sa valeur. Enfin sa valeur et sa faiblesse malheureusement, parce qu'ils ont été plusieurs sur le projet, les idées ont fusé. Mais parce qu'ils ont été plusieurs, la série s'est contredite elle-même sur beaucoup de points. Et malheureusement pour moi, principalement ceux qui m'ont fait l'aimer. Arrête avec ça. Moi je trouve qu'ils ont au contraire fait un travail remarquable pour maintenir la cohésion qu'ils ont su maintenir dans une série aussi inhabituellement longue pour un studio français, enfin dans le domaine de la série à continuité. Mais revenons à nos mégatanks. Le préquel, il raconte une histoire sur un garçon qui découvre un ordinateur et une demoiselle à cheveux roses, à première vue une intelligence artificielle, dedans. Il découvre qu'une fonctionnalité du supercalculateur permettrait de la rendre matérielle, et ensuite il découvre qu'une autre fonctionnalité de ce supercalculateur essaye de le tuer lui, et projette visiblement de tuer tout le monde ensuite. Mais en cours de route, il rassemble autour de lui des gens qui, tout en lui ressemblant, sont très différents de lui, et ensemble ils font le choix de résister à la menace avec lui en attendant qu'il apprenne à se servir de la fonctionnalité de matérialisation, plutôt que d'opter pour le choix plus pragmatique de sacrifier l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que c'était génial que ce soit une intelligence artificielle et pas une humaine, comme ils ont fait la connerie de le décider dans la saison 2. Tant que la personne à sauver n'est qu'une intelligence artificielle, on est en droit de s'interroger sur la légitimité du choix des héros de mettre en danger les humains pour la sauver elle, une intelligence artificielle. La vie de milliers de gens est plus importante que moi. Mais justement, tant qu'elle est une intelligence artificielle, il est tellement miraculeux qu'elle arrive à penser et à ressentir des émotions comme un être humain que ça fait d'elle un être suffisamment unique pour justifier qu'on ne la sacrifie pas. Et ça, seuls des êtres assez sensibles et assez ouverts à la beauté des choses pouvaient s'en rendre compte. Des enfants, quoi. Faire d'elle une humaine à première vue, ça donne raison aux héros d'avoir refusé de la sacrifier malgré les vies humaines en jeu. Mais en réalité, ça réduit la beauté de leurs gestes irrationnels et idéalistes à un choix bêtement pragmatique. On sera amené à parler de la saison 2 et tu auras tout le loisir de râler autant que tu veux sur les choix scénaristiques qui y ont été faits. Restons sur ta saison préférée. Bon bah les masques sur l'effet de style pour lequel ils ont opté dans le préquel en nommant pas le méchant, l'entité informatique contre laquelle luttent nos héros s'appelle Xana. Pour neutraliser la menace qu'il constitue, la méthode est simple. Pour déclencher des catastrophes sur Terre, Xana se sert de points d'attache qu'il y a entre le supercalculateur et le monde réel, dont on a déjà parlé, et qui apparaissent sur Lyoko sous forme de tours.
Ces tours, quand ils s'en emparent, lui permettent de pirater les structures informatiques humaines et de déclencher des catastrophes comme la collision de 2 trains automatisés transportant des produits chimiques, la prise de contrôle d'un bus qui fonctionne à l'électronique, le détournement d'un satellite militaire. L'inversion de la gravité, l'animation par électricité statique d'une armure de samouraï, la prise de contrôle d'animaux comme des rats ou des abeilles. Ta gueule, c'est scientifique. Ouais. Bon, la gentille à cheveux roses, qui est en principe aussi une intelligence artificielle, Arrête de faire cette tête et de grincer les dents quand tu dis ça, on a compris. qui est en principe aussi une intelligence artificielle, a donc le pouvoir de désactiver les tours de Lyoko au même titre que lui a le pouvoir de les activer. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun pouvoir offensif et est vulnérable aux créatures hostiles que le méchant a créées pour neutraliser cette empêcheuse d'attaquer en rond. Heureusement, nos héros ont les moyens de la rejoindre dans son monde virtuel et sous forme offensive, eux, ce qui fait qu'ils peuvent l'escorter jusqu'au tour activé pour qu'elle les désactive. Et là, on a la structure de base d'un épisode de la saison 1. Xana déclenche une attaque, une partie des héros reste sur Terre pour veiller à ce que l'attaque ne fasse pas de victimes, l'autre va escorter la fille à cheveux roses sur Lyoko, et une fois l'attaque désactivée, Jérémy déclenche le retour vers le passé de manière à ce que tous les dégâts créés par l'attaque soient réparés, et accessoirement que ceux qui ont été témoins de phénomènes paranormaux ne s'en souviennent plus. Ce serait pas plus simple de déclencher le retour vers le passé dès le début de l'attaque? Apparemment, c'est pas trop possible de faire ça, soit que l'activation de la tour bloque la fonctionnalité qui permet le retour vers le passé, soit que ce serait contre-productif parce que ça résoudrait pas le problème de fond, le méchant garderait son contrôle sur le monde réel. Ok, mais pourquoi laisser une partie de l'équipe sur Terre pour éviter les victimes? Le retour dans le temps devrait les ressusciter. Bah justement non. On sait pas trop comment ils le savent, et d'après la directrice d'écriture, ils le savent parce que Jérémy a trouvé l'information dans le supercalculateur. Mais les morts de la courbe temporelle effacée restent morts dans la courbe temporelle restaurée. Donc ils doivent à la fois désactiver la tour et protéger les gens du monde réel, ce qu'ils font jusqu'à la fin de la saison 1. Jérémy, je viens d'entrer. Il se passe rien du tout. Oh, je confirme, ça craint. Vous faites une grave erreur. Je vous en conjure, croyez-moi, il faut qu'on sorte d'ici. Vite rentrez. Mettez-vous à l'abri. Vos sacs de sport, prenez-les. Ça vous fera des airbags. C'est trop simple, ça m'inquiète. J'en ai marre d'avoir raison. Jérémy, on va avoir un petit problème ici. 2, tu veux dire? Il y a un monstre juste derrière vous. T'as plus que 10 points de vie. 10, c'est largement suffisant. Bon, d'accord, Xana. Moi aussi, pirater un réseau, je sais faire. Jérémy et les autres vont nous ramener des secours, c'est ça? Ben oui, en quelque sorte. Faites-moi confiance. Je peux pas vous dire comment, mais on va nous sortir de là. Du bon boulot, les amis. Comme d'hab. Bah ouais, une attaque de plus, une tour de moins. Et en dépit du semi-cliffhanger sur laquelle elle se termine, on sait pas trop si la série devait se prolonger au-delà. Parce qu'après qu'on vous a décrit le concept, vous vous en doutez, mais c'est pas une série à suivre. Le génie, ça a justement été de faire d'une série pas à suivre quelque chose de plus intense qu'une série à suivre. C'est pas une série pas à suivre, c'est une série semi à suivre, nuance. Il y a des épisodes stratégiques qui ne peuvent être qu'à un moment précis de la chronologie, mais les autres sont interchangeables. Oui, comme Jumanji, c'est bien pour ça que ça aurait quand même été frustrant de pas avoir de saison 2. On a dû vaguement faire le parallèle une ou deux fois avec Jumanji. Chaque épisode fait intervenir des éléments. Non. Ironiquement, il se trouve qu'Alan, non. Dans un cadre général qui est « Sauvons le prisonnier et jouons tant qu'on n'y est pas arrivé ». Toute série a son méchant, et ici le méchant, c'est le Jumanji. J'y peux rien, le parallélisme est inévitable. D'accord, au lieu d'un jeu, c'est le système informatique de contrôle, au lieu de 2 enfants, c'est 4, et au lieu d'un grand roux, c'est une petite fille à cheveux roses, mais sinon c'est pareil. Sans deck. Mais disons que, dans Jumanji, ils choisissent quand ils vont s'exposer au danger. Dans Code Lyoko, ils choisissent pas. Et ça les oblige à essayer de continuer à vivre normalement, en dépit de la menace constante qui plane, parce que sinon ils vivraient plus du tout. Et on les voit essayer de vivre. Et on les voit vivre, et on les voit rester fidèles à leurs valeurs malgré la pression. Pendant toute la saison 1 en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Code Lyoko, ça raconte une guerre des tranchées où le danger est présent, certes, mais latent. Du coup, la vie quotidienne doit continuer pour nos héros. Et ils essayent de s'accrocher à cette vie quotidienne. Ils participent à des concours de robots, ils font un groupe de musique. Seulement le temps d'un épisode, et on ne se demande pas pourquoi. La fille mystérieuse, pas d'ici mais d'ailleurs. Elle voudrait faire le bonheur de sa planète curieuse. Bon, je veux bien croire que la doubleuse fait exprès de chanter faux pour imiter une voix jeune, mais... Moi, il ne va faire pour toi. Non. Ça montre bien une chose, c'est que toute semi à suivre qu'est la saison, ce sont les épisodes interchangeables qui sont les plus importants. Ils ont un thème. Parfois ce thème est inspiré d'un film connu comme Matrix, Alien, Godzilla, Speed ou Terminator.
parfois c'est plutôt des exercices de style sur des ambiances particulières. Si les hommages disparaissent dans la saison 2, les exercices de style persistent. Les dialogues étant ce qu'ils sont, on peut mettre énormément de choses dans un épisode de 20 minutes de Code Lyoko. Il y a l'intrigue sur l'attaque, qui est en général le sujet d'une réflexion sur quelque chose, ou le prétexte du portrait d'un élément de la vie quotidienne d'un collégien. Et c'est pas seulement une métaphore. Xana trouve visiblement ses idées d'attaque en espionnant le quotidien des héros. Et il y a l'intrigue secondaire qui est plein pot sur ce quotidien des collégiens. Ah, j'arrive pas à y croire. Ah, laisse-lui sa petite vengeance. N'oublie pas que des vies sont en jeu. Pour autant, les fans d'action ne sont pas en reste. Comme à ce stade, la série n'a pas de début, chacun de ces épisodes offre une fenêtre sur la problématique Xana et Alita Lyoko. C'est pour ça qu'il m'a fallu 6 épisodes pour bien la comprendre. Et ce Xana dont tu m'as parlé lui aussi, il vit dans ce monde-là? Ouais, c'est le système informatique de contrôle. Mais s'il est si dangereux que ça, pourquoi tu détruis pas tout? Non content d'enrichir l'univers, ils peuvent être tous très différents. Ouais, parce qu'ils n'ont pas la contrainte de faire partie d'une chronologie serrée. On peut faire s'enchaîner un épisode sur le foot, un épisode d'anniversaire, un épisode où... Le faux Jérémy, c'est lui. Et tout ce qui nous entoure est faux. Vous n'êtes jamais revenu de votre dernière plongée. Vous êtes dans un monde virtuel créé sur Lyoko. Un épisode comme Canal Fantôme. Évidemment, les héros peuvent difficilement établir des liens en dehors de leur groupe. Pensez chaque fois qu'une attaque se produit, retour vers le passé. Ils sont les seuls à se souvenir et à faire des références à des journées qui n'ont jamais eu lieu. Ils ont une expérience commune que personne n'a. Du coup, leur union attire les regards et les convoitises. De Sissi surtout, mais plus subtilement d'autres élèves comme Millie et Tamia, les adorables et mignonnes 6e qui tiennent le journal du collège, et Jim, le prof de sport, surveillant, vigile. Oui, des personnages secondaires, il y en a pour tous les goûts. Et ils sont extrêmement bien campés. Pour Jim, ok, mais pour les autres, c'est surtout Ulrich qui attire les regards avec son allure de beau ténébreux taciturne. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Ulrich, Oui, on a dit qu'on viendrait sur la relation d'Ulrich et Yumi, qui est le point fort de la saison 1 et le point faible de toutes les autres. Chouki, je t'assomme si tu continues à digresser et je termine la review avec un ours en plus géant. Je suis sûr qu'il sera plus coopératif que toi. Ok. Yumi et Ulrich sont attirés l'un par l'autre. Leur attirance n'est pas fondée, comme celle de Sissi pour Ulrich, sur des considérations superficielles comme le fait d'attirer le regard du meilleur sportif du collège, ou celui du garçon qu'aucune fille n'a réussi à séduire. Non, ils ont des goûts et des caractères communs, sont totalement complémentaires sur le terrain, sont sur la même longueur d'onde. Leur couple est une évidence pour tout le monde, sauf pour eux, parce que c'est normal, ils ont 13 et 14 ans. C'est normal de pas être sûr de bien interpréter les signes à cet âge-là. Bien au passage de faire en sorte que la fille soit l'aînée et entre autres clichés qui se baladent beaucoup dans la fiction, le fait que le garçon doit être le plus vieux se pose là. Bien aussi de faire en sorte que l'apparence physique ne soit pas le critère principal pour choisir une petite amie. Bah, c'est pas compliqué, parle-lui de ce qu'elle aime, de ses passions. Bref, pendant toute la saison 1, Yumi et Ulrich se tournent autour, semi-conscients de la réciprocité de leurs sentiments, mais pas tout à fait sûrs. Aucun n'osant prendre le risque de faire le premier pas et perdre la face si c'est trompé. L'émotion qu'ils ressentent est développer juste ce qu'il faut pour être crédible et réaliste. Exactement tel qu'on se souvient d'avoir vécu nos premiers émois adolescents, et sans tomber dans le mièvre. On voit d'ailleurs rarement une série animée décrire aussi bien les émotions des très jeunes adolescents qui découvrent leur premier amour sérieux. L'intrigue entre Jérémy et Aelita est fort belle aussi, mais elle n'a pas le caractère déjà vécu par le spectateur qu'a l'intrigue entre Yumi et Ulrich. Parce que Jérémy et Aelita ne sont pas des adolescents ordinaires. C'est bizarre qu'ils se soient fâchés, non? Ils s'aiment bien pourtant, Yumi et Ulrich. Bah, souvent les gens qui s'aiment se disputent, c'est pas contradictoire. Ah bon? Et nous deux alors? Pourquoi on se dispute jamais? Nous deux? Bah, je sais pas, Alita, Xana est tranquille en ce moment. Trop même, ça m'inquiète. Tandis qu'Ulrich et Yumi sont ce que des adolescents ordinaires peuvent être de meilleurs. Et leur relation, c'est ce qu'une relation d'adolescent pourrait être de meilleur. C'est très touchant et mignon, mais ils vont vite saouler à se tourner autour comme ça sans jamais oser concrétiser. En effet, et à la fin de la saison 1 arrive l'épisode avec un grand E. Un épisode parfait, juste parfait. Ce qui fait avancer l'intrigue amoureuse n'est pas juste un hasard qui aurait pu arriver dans n'importe quel épisode. Non, c'est la lassitude provoquée par le caractère interminable de cette situation qui pousse Ulrich à tenter de renoncer à Yumi, Yumi à paniquer à le poursuivre, et un bon coup de stress provoqué par une attaque de Xana fait le reste. Oh, c'est bon, je te tiens, Yumi. Ulrich,
On en pleurerait tellement, la musique est belle. Parfait jusqu'au bout, je te dis. Sauf que cet épisode n'a jamais eu lieu. Comment ça, jamais eu lieu? Effacé de la chronologie officielle, passé à la trappe, disparu dans la faille spatio-temporelle d'où est sorti Rocky. Dans le premier épisode de la saison 2, on découvre Ulrich très stressé, en train de se demander comment il va informer Yumi de ce dont elle devrait être parfaitement au courant depuis cette scène-là. Yumi, à propos de ce qui s'est passé sur Lyoko, je veux dire, de ce qui a failli se passer. Ah oui, justement, je préférais que tu n'en parles pas à Odd et Jérémy. Du moins, pas tout de suite. Bah, il faut dire que malgré la diffusion régulière de cet épisode, les communautés de fans continuent à demander aux scénaristes quand Ulrich et Yumi sortiraient enfin ensemble. Et dans notre communauté, en tout cas, la plupart de ceux qui demandaient ça avaient bel et bien vu l'épisode en question, mais déclaraient que puisque le baiser n'avait pas eu lieu à cause du retour vers le passé, et qu'ils ne l'évoquent qu'à mots couverts ensuite, ça veut dire que l'acte n'est pas validé et qu'ils ne sachent toujours pas qu'ils s'aiment. Mais ça, franchement, ça me dépasse. Quand Ulrich dit... Même que j'ai compris quelque chose. Quelque chose de super important. Vous pensez qu'il parle de quoi? Quand Yumi dit... Je préférais que tu n'en parles pas à Odd et Jérémy. Vous pensez qu'elle veut dire quoi? Si vous affirmez qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas au courant que l'autre aussi avait l'intention d'embrasser et d'être embrassé, c'est que vous les accusez d'être des Guillaume Play. Et dans ce cas-là, pourquoi diable voudriez-vous qu'il se passe plus, puisque le consentement de l'autre est un truc tout à fait accessoire pour ce genre de choses? Ou alors, vous les soupçonnez d'être vraiment trop cons. Et de fait, c'est la seule conclusion qu'on peut tirer en les voyant continuer à faire leur singerie dans la saison 2. Ils sont vraiment trop cons. Et le devenir d'un couple d'andouilles ne m'intéresse plus du tout pour le coup. Parce que ce qui faisait l'intérêt de ce couple, c'est que ce n'était pas Roméo et Juliette. Ils n'allaient pas rompre au bout de 15 jours. On sentait que c'était une vraie histoire d'amour, fondée sur de vraies bases, entre des gens bien, dont la relation est construite sur de bonnes raisons d'être. Les discréditer, c'est faire perdre tout intérêt à ce qui se passe entre eux. C'est vraiment difficile à expliquer quand on a changé d'avis a posteriori comme moi, mais je pense que ça a trait à la position du spectateur dans une interaction entre deux personnages. Hein? Le spectateur est habitué à voir des choses qu'un seul interlocuteur à la fois peut voir, et donc du coup ça devient contre-intuitif pour lui de se mettre à la place d'un personnage, tout comme il serait contre-intuitif pour un enfant de maternelle de faire des conjectures sur les différences de pensée entre soi et autrui. En conséquence, un geste pas fini, peu importe le rapport de chaque personnage à ce geste, il est pas fini. Si ça avait été Ulrich qui avait hésité à frapper à la porte de Yumi pour renoncer finalement, ça aurait été pareil pour le spectateur car dans les deux cas il voit la déclaration d'intention, dans les deux cas il la voit ne pas se concrétiser. Bien qu'il y ait une différence flagrante entre les deux situations si on fait attention, si on ne fait pas attention, on va avoir tendance à penser que c'est un geste inachevé comme un autre et que seul un geste achevé compterait. Donc, dans la tête du spectateur peu attentif que j'étais et que d'autres ont sans doute été aussi, le fait que le baiser n'aille pas jusqu'au bout signifie que l'acte n'est pas validé, que c'est comme s'il s'était rien passé, tu vois? Pas du tout. Mais c'est pas grave, tu m'expliqueras mieux la semaine prochaine. Pourquoi, Chucky? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? La même chose que chaque semaine, Al, parler de pourquoi Code Lyoko mérite qu'on s'en souvienne.